Avec une douzaine d'espèces de serpents marins, la Nouvelle-Calédonie abrite un véritable lagon aux serpents. Le plus célèbre d'entre eux est le tricoréier, devenu une icône pour l'archipel. Mais au-delà de l'animal emblématique, il joue un rôle très important pour l'équilibre du lagon. Claire Goiran, biologiste marine à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, se passionne pour ce reptile qu'elle étudie de près, notamment ici, au phare Amédée, où les tricoréiers sont nombreux. Bonjour Claire. Bonjour Elisabeth. Tu prospectes les tricoréiers sur le phare Amédée? Je cherche s'il y en a qui sont cachés dans les racines de l'arbre. Eh bien écoute, je veux bien t'aider à les chercher. Allez, on y va. Alors habituellement, quand on se balade au phare Amédée, comme ça, on voit des tricoréiers un peu partout. Oui, il y en a toujours beaucoup sur l'îlot Amédée. Tiens, regarde, il y en a juste un là. Ah bah ouais. Oh là là, mais il est quand même bien dodu, hein? Oui. C'est une belle bête. Il est bien brillant, ça veut dire qu'il a mué il n'y a pas longtemps. Et effectivement, il est assez gros. En fait, il a une murène dans le ventre. Tu vois que son corps, il s'élargit sur une certaine distance. Donc ça veut dire qu'il est en train de digérer. Il a chassé, il a réussi à avoir une belle proie. Et puis là, il est tranquille en train de digérer. Alors Claire, il y a énormément de monde aujourd'hui sur l'îlot, tout autour de nous. Et puis ce tricoréier, il est là, tranquille. Sur l'îlot Amédée, il y a toujours beaucoup de tricoréiers. La cohabitation entre les tricoréiers et les touristes se passe très bien parce que, en fait, à partir de 4h30, le maridé s'en va, c'est-à-dire que tout le monde s'en va, personne ne reste dormir sur l'îlot à part les deux gardiens. Et donc, les serpents ont la plage pour eux. Et pour eux, c'est important parce que c'est en fin d'après-midi qu'ils traversent la plage, soit pour aller à la mer, soit pour revenir après la pêche. Et parce qu'il faut rappeler donc, que le tricoréier, c'est un serpent qui est mi-terrien, mi-marin. Oui, c'est d'ailleurs le seul parmi tous les serpents marins. Oui, il est complètement amphibie. Voilà. Et il passe plus de temps à terre ou en mer? À peu près moitié-moitié. Parce que les séquences de chasse, ça peut durer quelques jours s'il a de la chance. Le serpent qui se met à l'eau, s'il a de la chance, il trouve une murène rapidement. S'il n'a pas de chance, il est obligé d'aller beaucoup plus loin, de faire des kilomètres, d'aller éventuellement à l'extérieur du grand récif. Donc ça peut durer 3 semaines, la séquence de chasse. Et ensuite, quand il revient, ça dépend, la période de digestion, ça dépend aussi de la taille de la proie. Donc celui-là, on voit qu'il a le ventre bien plein, il a attrapé une belle grosse murène. Donc je pense qu'il en a pour un petit moment à digérer. J'ai du mal à imaginer comment un serpent qui a une si petite tête peut avaler une murène. C'est gros quand même une murène. Le diamètre du corps par rapport à la taille de la bouche, on voit que c'est assez gros. Mais parce que les serpents, en fait, ils ont leur mâchoire en 4 morceaux. Et ça peut se déboîter, se désarticuler. Et ensuite, c'est l'élasticité de la peau qui permet d'avaler des grosses proies. C'est très intéressant parce que du coup, on voit sa queue. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mâle ou c'est une femelle. Et comment tu reconnais? Tu vois que la queue est fine. Il y a juste l'épaisseur de la colonne vertébrale au milieu, mais il n'y a pas de la grosseur en dessous, parce que les serpents ont une fécondation interne, donc ils s'accouplent, et les mâles rangent les organes copulateurs à l'intérieur de la queue. Chez les mâles, il y a une grosseur dans la partie inférieure de la queue. On voit que là, on est quand même relativement près de ce serpent. Néanmoins, il ne bouge pas plus que ça. Non. C'est pas un serpent qui attaque, il n'est pas dangereux, mais il a un venin qui, lui, est extrêmement dangereux. On dit même souvent qu'il est 10 fois plus puissant que celui du cobra. Est-ce que c'est vrai ou... Ça, c'est une rumeur. Les gens aiment bien dire ce genre de choses. En fait, des cobras, il y en a plus de 20 espèces différentes, chacune avec un venin différent, donc on ne peut pas vraiment comparer. Et puis, l'évolution par sélection naturelle a fait que le venin des serpents marins est très efficace contre les poissons. Tandis que le venin des serpents terrestres est efficace contre les animaux terrestres. Chacun a un venin adapté à son régime alimentaire. Donc on ne peut pas vraiment comparer l'efficacité du venin des serpents marins et des serpents terrestres. Mais c'est sûr que c'est un venin efficace qui tue les murènes en quelques minutes. Mais ce ne sont pas du tout des animaux agressifs. On voit qu'on peut s'approcher. Du moment qu'on ne la dérange pas, qu'elle ne se sent pas menacée, elle ne bouge pas plus et elle ne va jamais attaquer les gens. Et si ça arrive que les gens les embêtent, si le serpent mord pour dire à la personne « lâche-moi », à ce moment-là, souvent, il n'injecte même pas de venin. C'est juste... Oui, c'est trop précieux en fait. Voilà, c'est très précieux et on ne gaspille pas. Les serpents, d'une manière générale, ne gaspillent pas. Alors là, on peut préciser que c'est l'espèce de tricoréier qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait, c'est le tricoréier jaune de Nouvelle-Calédonie. Il n'est présent qu'en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs. C'est pour ça que c'est très important de le protéger. Si la population calédonienne disparaît, il n'y en a plus nulle part ailleurs sur la planète. C'est le Laticoda Saint-Géroncie, c'est ça, Saint-Géroncie. Allez, on va en chercher d'autres. Allez, on va voir. Il y en a beaucoup sur cet îlot et souvent on en voit dans les arbres, dans les racines des arbres, souvent il y en a. Plutôt au sol ou... Oh, des fois en hauteur, ils grimpent bien aussi. Non, regarde. Ah oui, il y en a là, voilà. Il y en a un ici. Ah oui, donc ils grimpent aussi. Ah oui, ils grimpent très bien, ils sont très musclés. Ah oui, il est beaucoup plus petit celui-ci. Oui, il est plus petit, c'est peut-être un mâle. Généralement dans cette espèce, les mâles sont plus petits que les femelles. Mais c'est quand même un adulte. Ben alors justement, on voit essentiellement des adultes sur les îlots, mais jamais de bébés. Tout à fait. Les bébés, ils font à peu près 30 cm de long et on ne les voit pas sur les îlots. Bon, où est-ce qu'ils sont? C'est parce que les femelles qui habitent sur cet îlot, elles vont jusqu'à l'île loin pour pondre, pour déposer leurs œufs dans un endroit où les conditions sont favorables à l'incubation des œufs et ensuite à l'alimentation des petits. Donc c'est des serpents, donc elles ne font pas de soins aux jeunes, mais c'est quand même des bonnes mères puisqu'elles se tapent toute cette route pour aller pondre leurs œufs à un endroit qui permettra à leurs petits de bien se développer. D'accord, donc l'île loin est la nurserie des tricoréiers du lagon Sud. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, oui, regarde là. Ah oui, celui-là, on dirait qu'il est dans un petit nid. Donc on les trouve aussi bien sur le sable que dans les arbres ou dans d'autres endroits encore? Oui, ils aiment bien se mettre à l'abri dans la végétation, mais ils peuvent se mettre aussi sous des cailloux ou dans les terriers de puffins quand il y en a. Et c'est pas dangereux pour les puffins? Ils cohabitent tous les deux? Ils cohabitent très bien. Les serpents, c'est des très bons voisins. Ils font pas de bruit. Ils sont tranquilles. Et pour les serpents, c'est très intéressant parce que se trouver un petit coin tranquille avec un petit puffin tout dodu, tout doux à côté, mais c'est génial. Ça leur fait juste la bonne température. Et puis ils s'entendent très bien. Il n'y a pas de souci. Incroyable. Donc c'est absolument pas dangereux pour les petits. Absolument pas. Bon, faut être très observateur parce que... Sinon, on les remarque pas. Oui, ils se foutent dans le paysage. Hein. Tant qu'on les cherche pas, on les remarque pas. On peut passer à côté sans les voir. Elisabeth, tu as vu que les tricoréiers ont différents types d'habitats. Et là, maintenant, je vais te montrer un autre habitat, moins naturel. La base nautique du phare Amédée. Ah oui, c'est un endroit qui est frais et humide et donc c'est un endroit que les tricoréiers bleus apprécient particulièrement. Donc ça c'est une autre espèce qui n'est pas endémique. Hein, voilà, le tricoréier bleu il est beaucoup plus marin que le tricoréier jaune, il est sur une zone plus grande. Donc c'est normal qu'on le trouve dans une base nautique. C'est normal qu'on le trouve dans une base nautique. Alors, et donc regarde, si tu regardes bien dans cette palme, tu verras qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. En plus, bleu assorti à la palme bleue, je trouve ça parfait. Excellent. Il y a une troisième espèce de tricoréier en Nouvelle-Calédonie qu'on voit plus rarement, qui n'est pas endémique non plus. Alors, c'est le petit tricoréier jaune qu'on trouve aux îles Loyauté et à Vanuatu. Donc celui-là est endémique aux îles Loyauté et à Vanuatu. On ne le voit pas sur la Grande Terre. Alors, est-ce que le tricoréier bleu et le tricoréier jaune se nourrissent de la même chose? Oui, ils mangent tous des murènes, mais comme ils ne chassent pas au même endroit, ils ne mangent pas exactement les mêmes espèces de murènes. Les tricoréiers jaunes vont chasser sur les récifs, alors que les tricoréiers bleus vont plutôt chasser sur les fonds de sable. Donc, ils ne rencontrent pas les mêmes espèces, mais à part ça, c'est pareil. D'accord, mais les deux sont des plongeurs et de très bons apnéistes. Oui, c'est d'excellents apnéistes. D'ailleurs, viens, je vais te montrer. Alors là, tu vois, c'est un enregistrement qui a été fait par des collègues dans les années 2000-2010. Ils ont mis des enregistreurs sur des tricoréiers de l'îlot Signal, ils les ont laissés aller à la pêche et ils ont enregistré leur plongée. Donc là, tu vois la profondeur. Ce serpent, c'était une femelle, elle est descendue jusqu'à plus de 80 mètres de profondeur à 22 heures. Ben, il n'y a pas qu'une plongée profonde, elle en a fait deux autres derrière. Alors à 23 heures, elle était un petit peu moins profonde, à moins 75 mètres. Oui. Et puis à 24 heures, elle était à moins 65 mètres. À peu près, oui, c'est ça. Et tu vois que les plongées, elles sont très proches les unes des autres. Elles passent pas beaucoup de temps en surface. Mais là, ça veut dire qu'elle était au-delà du récif. Ah oui, forcément. À cette profondeur, elle était à l'extérieur du Grand Récif. Oui, oui. Donc c'est de Signal, elle est allée chasser jusqu'à l'extérieur du Grand Récif, sans doute parce qu'elle n'a pas eu de chance et qu'elle n'a pas trouvé de proie avant. Donc tant qu'ils n'ont pas trouvé de proie, ils continuent à chasser et dès qu'ils ont une proie, ils rentrent à la maison. Alors le tricoréier donc est une espèce protégée en province sud. Et il y a une étude donc
qui est menée aujourd'hui sur le suivi des populations des îlots qui sont fréquentés par les touristes. Est-ce que le tricoréier est justement un bioindicateur? Oui, le tricoréier est un bioindicateur parce qu'il est très sensible aux perturbations de l'environnement marin. S'il n'y a plus ses proies, il ne peut plus se nourrir, et aux perturbations de l'environnement terrestre qui peuvent être liées à la surfréquentation touristique. Donc, dans les années 2000-2010, j'ai des collègues du CNRS qui ont fait une grosse étude sur les tricoréiers des îlots du lagon Sud. Et puis là, ils sont revenus en septembre de l'année dernière. Je suis allée avec eux sur le terrain et avec 2 de mes bénévoles habituels et pour voir la méthode. Et donc, on espère pouvoir reprendre le suivi des populations de tricoréiers cette année pour voir s'il y a une différence entre les valeurs, le nombre d'individus qu'il y avait il y a une dizaine d'années ou une douzaine d'années et ce qu'on trouve maintenant. Malheureusement, il se pourrait qu'il y ait une grosse différence, oui. Oui, parce qu'on en voit quand même un petit peu moins qu'avant. Oui, on en voit moins qu'avant. Si les tricoréiers venaient à disparaître, qu'est-ce que ça bouleverserait dans l'écosystème? Les tricoréiers ont leur place dans le réseau trophique, dans la chaîne alimentaire. Ils mangent certains poissons et ils sont mangés par des requins. Donc, s'ils ne sont plus là, eh bien, ça perturbe tout le fonctionnement du système. S'ils ne sont plus là pour réguler les populations de murènes, s'ils ne sont plus là pour servir de nourriture aux requins, ça change le fonctionnement de l'écosystème. Oui. Ils ont leur rôle à jouer. Le serpent annelé, comme on le nomme parfois, a une place importante dans la culture kanak. Animal totem, il représente notamment un lien précieux avec les ancêtres. Octave Doué-Perret, dépositaire de la culture ici à l'île des Pins, nous emmène sur le chemin de la symbolique du tricoréier sur son île. Bonjour Octave. Bonjour Elisabeth, bienvenue à l'île des Pins, bienvenue dans la baie de Saint-Joseph. Écoute, merci. Alors justement, moi je viens te voir à l'île des Pins pour que tu me parles du tricoréier, parce que je sais que c'est un emblème extrêmement important pour toute l'île. Oui, le tricoréier est très important depuis les anciens. Alors c'est une espèce protégée. Et c'est un totem. Et ben, j'aimerais que tu m'expliques ce rôle d'animal totem. Qu'est-ce qu'il représente? Alors ici à l'île des Pins, c'est la baie d'Oro qui est très connue dans le monde. Et là-haut, il y a le refuge dans la nature, dans la falaise, on voit le refuge du tricoréier. C'est le grand-père qui protège ce lieu. Et donc c'est la représentation d'un ancêtre. D'un ancêtre très puissant, mais en même temps très protecteur, on va dire. Et il y a un endroit particulier où on peut aller observer les tricoréiers de l'île des Pins? Oui, voilà, je vais te proposer d'aller dans l'atoll de Nokanwi, une réserve coutumière de pêche. Voilà, on ira voir parce que c'est l'endroit où il y a le plus de tricoréiers. Voilà. D'accord, ok, donc ça c'est ton bateau. Le bateau du grand frère, Joseph. Je vais l'appeler, c'est lui le capitaine, c'est lui qui nous emmènera. Ah, ok. Joseph, tu peux venir. C'est un 200 qui est derrière, c'est pas un 50 chevaux. Voilà, Elisabeth, là, je suis en train d'attacher la corde du bateau pour que le bateau ne nous... Voilà. Ouais, qu'on s'en aille pas, qu'on n'ait pas à rentrer à la nage. Voilà. Donc là, ici, on est sur un îlot qui s'appelle comment? Alors, donc cet atoll-là, c'est l'atoll de Nokanwi. Ok. Qui regroupe 3 îlots. Là, on est sur l'île du bas, Nouami. En face, tu peux voir l'îlot du haut, Nouana. Et là, ce que tu vois, il y a une petite langue de sable là-bas au fond. C'est ce qui reste d'un îlot qui s'appelait Kotumuru. Mais qui était très célèbre. Voilà. C'était cette belle langue de sable qu'on voyait. Voilà, qu'on a sur beaucoup de cartes postales. Mais malheureusement, il reste que ce petit banc de sable à cause de la montée des eaux.
C'était un îlot qui faisait à peu près 100 mètres, 30 mètres de large, avec de la même végétation qu'il y a ici, des gros bois de fer, des cocotiers. Et ben c'est ce qui reste après la montée des eaux. Presque plus rien. Donc aujourd'hui, finalement, les tricoréiers, il leur reste que ces deux îlots-là sur l'atoll. Voilà, pour se réfugier. C'est pour ça que je dis que les tricoréiers sont comme les humains, c'est des réfugiés climatiques. Waouh. Voilà, parce qu'ils ont perdu un îlot, un habitat, donc voilà, ils s'adaptent. Hein. Donc il leur reste 2 îlots sur 3. Et c'est pour ça que vous protégez cette zone qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'y accéder. Voilà, on a fermé, on a dit que c'est une zone de pêche coutumière, une zone voilà, protégée par la tribu de Vao. Et en même temps, voilà, c'est pour préserver tout ça, les tricoréiers, le poisson, la tortue, tout ça. Voilà. Okay. Est-ce que tu penses qu'on va en voir aujourd'hui des tricoréiers sur l'îlot? On va en trouver, c'est sûr. Ok, bah voilà. écoute, on va les je te chercher. propose qu'on va longer la plage. Si on a la chance d'en trouver un qui remonte de sa balade, de sa pêche, ouais. Voilà, ce sera peut-être la cerise sur le gâteau, mais sinon, pour les trouver, il faut les chercher. Ils sont au repos dans la verdure. Il y a pas mal d'empreintes dans le sable. Il y a du monde qui circule sur cette plage. Hein. Oui, c'est vivant, c'est vivant. Ouais. Et dis-moi, Octave, comment est-ce qu'on dit tricoréier en langue de l'île des Pins, en Cougnier? Dans la langue de Cougnier, le tricoréier se dit tomo. 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 Et tu l'écris comment? Ah, je vais te l'écrire. Voilà. Ah, justement, on a un bon bâton là sur le sable. Donc, voilà, un grand T. Ah, Elisabeth, on a de la chance. Ah oui. Tu le vois? Ouais. Voilà, le S. Ouais, je vois là. Ah, il est monté ce matin, lui. Ah, on voit bien là aussi. Voilà, tout le long. Elisabeth, tu le vois? Il y en a un qui remonte à peine, il a fini sa pêche et là il remonte. On va essayer de se pousser pour ne pas lui couper le chemin, on va le laisser... On a beaucoup de chance, hein? Là il va s'enfoncer un peu dans la verdure. Ouais. Et on va aller plus loin, on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui sont déjà au repos. Allez, on va essayer d'aller les voir sans trop les déranger. Voilà, sans trop les déranger. Surtout, ne pas faire de gestes brusques, de bruit. Pas parler trop fort. Voilà. Ok. Voilà. Mais tant trop de bruit. Ah! T'en as vu un? Ah ouais! Tu le vois? Oh, il est magnifique. Ouh. Il est un peu gros. Il doit avoir déjà mangé une murène. C'est ça. Et là, il va gagner son petit coin pour se reposer, pour digérer. Il rechange d'itinéraire. Ah, regarde, il vient vers nous, là. Voilà. Donc cet animal était déjà protégé par les anciens. Voilà, donc il passait le message aux enfants en disant le tricoréier, vous arrivez sur un îlot, ne jamais jouer avec, ne jamais le déranger. D'accord, pourquoi? De peur qu'il y ait la pluie, le mauvais temps. Voilà. D'accord, donc... Vous arrivez, il fait beau et si vous jouez, c'était vrai à notre époque, si malencontreusement les enfants ils continuent à jouer avec, et voilà. Tout de suite on va avoir un changement de... Même si après le soleil, c'est un gros nuage qui arrive, de la pluie, du vent. Voilà. Donc ça les dissuadait en fait. Voilà, donc le message était vite assimilé avec... voilà. Ouais, ça y est là, il est vraiment parti se mettre à l'abri. Alors s'il y en a un là, parce que c'est rarement un animal solitaire, hein, ce que je disais, voilà, donc il doit rejoindre, il y a des compatriotes qui sont par là. Donc on va essayer de trouver des tricoréiers déjà au repos. Voilà. On en a un là, qui est au repos, tu le vois, il ne bouge plus, il est enroulé. Donc il va rester comme ça pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc il est en train de... Lui aussi en train de digérer, oui. Okay. Alors Octave, pourquoi est-ce qu'on dit que le tricoréier, c'est le messager des ancêtres? Le tricoréier, c'est comme d'autres animaux dans la nature, les oiseaux, les poissons. Le tricoréier, quand on va le voir dans un endroit inhabituel, voilà, c'est souvent qu'il amène un message. Donc c'est la personne qui le voit,
qui va essayer de déchiffrer ce message. Donc un endroit inhabituel, ça peut être plutôt... Ça peut être, il va traverser une route, il va... Ah, oui. Ça arrive. Il va aller, par exemple, dans la baie d'Oupi, si vous envoyez beaucoup dans la baie d'Oupi, alors que ce n'est pas son lieu de vie, c'est des signes. D'accord, donc c'est là qu'il apporte un message. C'est là qu'il apporte un message. Si le tricoréier venait à disparaître, Octave, quel message ça enverrait aux habitants de l'île de Cougnier, île des Pins? Le tricoréier fait partie de la nature, il a son rôle dans la nature, il a été protégé par les anciens. Et si on ne le voyait plus, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé dans la nature. C'est le signe que la nature a été complètement déréglée. Complètement déréglée, on va dire. Voilà. C'est ça. Ouais, d'où l'importance vraiment d'avoir des lieux comme ça qui sont des derniers refuges pour ces animaux. C'est sûr, voilà. Merci Octave. Malgré le statut d'espèce protégée dont il bénéficie en province sud, plusieurs menaces pèsent sur le tricoréier. Retrouvons Hubert Géraud, expert du WWF, pour faire un tour d'horizon de ces menaces et de ce qu'il est possible de faire pour permettre à notre petit serpent emblématique de continuer à couler des jours paisibles sur les îlots et dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors comme les raimentins, les tricoréiers sont aimés et préservés par les Calédoniens, mais est-ce que ce sont des animaux vulnérables? Les tricoréiers ont une plus grande vulnérabilité que les autres serpents marins calédoniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une obligation de venir à terre, où là ils vont s'exposer à davantage de prédation ou de dérangement, alors que les autres serpents marins sont strictement marins et n'ont pas cette exposition terrestre. Notre tricoréier jaune a en plus une triple dépendance en termes d'habitat. Il a besoin d'un îlot tranquille pour se reposer, pour muer et se reproduire. Comme par exemple l'îlot Nuami que nous avons visité donc, sur l'atoll de Nokanwi à l'île des Pins. Exactement. Mais pour les femelles, il va falloir un deuxième îlot pour aller mettre bas. Comme par exemple l'île Loin ou l'île Verte qui sont de véritables nurseries pour ces serpents. Et puis, il faut également des récifs coralliens en bonne santé parce que c'est leur garde-manger. C'est là qu'ils vont y trouver tous les poissons anguilliformes dont ils ont besoin, donc les congres, les murènes, les poissons serpents. D'accord. Alors concrètement, quelles sont les menaces qui pèsent sur les tricoréiers? Tout d'abord, tout ce qui va détruire les écosystèmes dont je viens de te parler. Si par exemple, tu coupes les arbres sur un îlot pour faire un feu de camp, ou que tu surpiétines la végétation ou le pourpier de bord de mer, tu vas priver les tricoréiers de l'ombrage dont ils ont besoin pour se thermoréguler. Si tu casses le corail en jetant ton encre sur le récif, si nos activités humaines produisent plus d'érosion et rejettent plus d'eau boueuse sur nos récifs coralliens, si le changement climatique réchauffe davantage l'eau et donc blanchit le corail, notre tricoréier perdra son garde-manger. Si le changement climatique toujours élève le niveau de la mer, on va avoir une érosion accentuée de l'arrière-plage, des lieux qui sont très favorables au repos des tricoréiers. Alors là, on a un exemple très concret sur l'atoll de Nokanwi avec la disparition de l'îlot de Kutomere, comme on l'a vu à l'île des Pins. Et là, ça a privé les tricoréiers d'un habitat et ça les a obligés à reculer sur les deux autres îlots de l'atoll qui sont plus éloignés. Oui, tout à fait. Et le réchauffement climatique fait peser une autre menace sur les tricoréiers. Les tricoréiers ont besoin de boire de l'eau douce. Or, la sécheresse, qui va augmenter en Nouvelle-Calédonie, va priver de plus en plus nos tricoréiers sur les îlots du peu d'eau douce qu'ils pouvaient avoir à disposition. Donc on peut s'attendre avec les plus grosses sécheresses à avoir des tricoréiers en moins bonne santé. À part la destruction des écosystèmes dont ils dépendent, existe-t-il d'autres pressions qui pèsent sur nos sympathiques petits tricoréiers? Oui, il y a entre autres le dérangement
sur les îlots qu'ils fréquentent, particulièrement sur les réserves du Grand Nouméa qui sont en même temps des lieux extrêmement fréquentés, La Reynière, Signal, Amédée. Or, les tricoréiers ont un mode de vie basé sur l'économie d'énergie. Donc chaque déplacement supplémentaire non nécessaire est un gaspillage d'énergie. Et particulièrement pour les femelles qui, a priori, les femelles gestantes, auraient davantage besoin d'aller chercher le soleil pour la maturation de leurs œufs. Et donc à ce moment-là, elles viennent se positionner sur la plage ou sur les sentiers. Et quand l'îlot est fréquenté, eh bien, c'est des moments qui leur sont un petit peu enlevés. Alors aujourd'hui, l'un des principaux rouleaux compresseurs sur la biodiversité, c'est l'introduction volontaire ou accidentelle des espèces exotiques. Est-ce que le tricoréier est également menacé par cette introduction? On le suppose pour les rats, par exemple, que ce soit sur la Grande Terre ou sur les îlots où les rats sont présents, avec de la prédation possible sur les œufs et les jeunes tricoréiers. Mais on a une autre menace au niveau régional qui s'est déjà révélée effective, c'est la mangouste de Java. Cet animal est un super prédateur de serpents. Or, fin du 19e siècle, dans plusieurs pays de la région, Fidji et Hawaï, la mangouste a été introduite volontairement pour chasser les rats dans les plantations de canne à sucre. Or, les rats sont des animaux nocturnes, majoritairement, alors que la mangouste est une chasseuse diurne. Oui, donc ils se croisent peu, finalement. Ils se croisent peu. Elle en mange, mais pas suffisamment pour avoir un impact important sur la population de rats. Par contre, elle a trouvé très à son goût tous les autres petits animaux terrestres, que ce soit des petits oiseaux terrestres, mais également, par exemple, aussi des œufs de tortues marines. Est-ce que c'est une menace réelle pour la Nouvelle-Calédonie, l'introduction de la mangouste? Eh bien oui. On est passé en 2010 près de la catastrophe à Nouméa. 2 mangoustes avaient voyagé dans un conteneur et avaient été débarquées au port autonome. Alors, heureusement, il y a eu une réaction rapide du port autonome de la Davare et de la province sud pour capturer et neutraliser ces 2 animaux. Et en plus, qui étaient un mâle et une femelle. Et une femelle. Ah oui, donc là, on a vraiment eu très chaud. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la biosécurité est vraiment un vrai enjeu pour la Nouvelle-Calédonie et pour la sécurité de nos tricoréiers et de la biodiversité insulaire en général. Et cette menace, donc on sait que c'est trop tard pour Hawaï et Fidji, mais cette menace, elle l'est aussi pour d'autres tricoréiers dans la région, comme celui de Niue, qui a aussi, comme le tricoréier jaune, un autre tricoréier endémique, qui s'appelle le Catuali laticoda schistorhynchus, qui ressemble au tricoréier bleu, mais un peu plus petit, et qui pourrait tout à fait être prédaté par ce terrible chasseur de serpents. Alors, en résumé, Hubert, il faut préserver les habitats du tricoréier, tant ces zones de nourrissage que sont les récifs, que les zones de repos que sont les îlots. En 2, assurer leur tranquillité. Lorsqu'on les voit se reposer au pied d'un arbre ou dans la végétation sur un îlot, on évite de trop s'en approcher. Lorsqu'on les voit traverser un sentier ou remonter sur la plage, on évite de se mettre sur leur trajectoire. En 3, assurer une biosécurité efficace. Et en 4, être à l'écoute des messages qu'ils peuvent nous transmettre. Alors, comme nous le disait Octave Doué-Perret à l'île des Pins, dans la culture kanak, tout comportement inhabituel d'un animal nous délivre un message. Alors, sachons l'entendre. Tendons l'oreille. Merci Hubert. Merci Elisabeth.